Allons maintenant en Europe pour étudier deux cas de figure d'intervention du Fonds monétaire international. Après la chute du mur de Berlin et celle du bloc soviétique, le fonds a accompagné les anciennes économies planifiées d'Europe de l'Est pendant la période de transition. Et aujourd'hui, les principaux emprunteurs sont toujours, par ordre décroissant, la Roumanie, l'Ukraine et la Hongrie. Mais avec la crise financière actuelle, le FMI a multiplié les interventions, cette fois auprès de pays riches que l'on croyait à l'abri du risque, comme la Grèce et l'Irlande. Alors ces deux pays cumulent plusieurs records au sein de l'Union européenne. Une grave récession économique, un taux de chômage supérieur à 10%, une dette publique très élevée. Et cette crise est d'autant plus grave que ces deux États siègent à l'Eurogroupe, qui est un groupe qui réunit les États membres de l'Union européenne et qui ont adopté l'euro. Voyons en détail le cas de la Grèce. La crise éclate dans ce pays en 2009, lorsque le gouvernement nouvellement élu annonce que la dette publique réelle atteint 113% du PIB, soit près du double du seuil imposé par le Pacte européen de stabilité et de croissance. De plus, l'économie informelle du pays dépasse 20% du PIB. Donc les agences de notation mettent en doute la capacité de la Grèce à rembourser ses dettes, dégradent sa note, ce qui a pour effet immédiat de faire remonter les taux d'intérêt auxquels le pays peut emprunter. Donc pendant plusieurs mois, la Grèce demande l'aide de l'Union européenne, puis celle du FMI, et en mars 2010, malgré les désaccords entre la France et l'Allemagne, les dirigeants de l'Union européenne parviennent à un accord sur le plan d'aide à la Grèce, financé par la zone euro, mais aussi par le FMI, ce qui représente en apport respectif 80 et 30 milliards d'euros sur 3 ans. En contrepartie, la Grèce met en œuvre un plan d'austérité, mais celui-ci est bien sûr fortement contesté en raison du coût social qu'il engendre. Regardons maintenant le cas de l'Irlande. Depuis les années 90, ce pays applique un taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés de 12,5% pour attirer les investissements et les multinationales sur son sol. Or, ce taux d'imposition est moins de la moitié de celui qui est appliqué dans les principales économies européennes. La croissance de ce pays dépendait en fait beaucoup de cette très faible imposition et aussi du secteur financier, qui représentait 14 fois le PIB irlandais, contre une moyenne de 5 fois pour la zone euro. Or, au même moment, viennent s'additionner l'éclatement de la bulle financière et immobilière et la crise économique mondiale qui s'amorce en 2008. S'ensuit l'effondrement du système bancaire du pays et la dégradation de la note irlandaise par les agences de notation. L'économie de l'ex-tigre celtique n'a pas tenu le choc et le pays doit, comme la Grèce, se tourner vers le FMI en 2010. Le plan d'aide d'urgence de 85 milliards d'euros finalement décidé est financé par l'Union européenne à hauteur de 45 milliards, par le FMI pour 22 milliards et demi et par l'Irlande elle-même qui apportera le solde, soit 17 milliards et demi d'euros. En contrepartie, l'État irlandais devra revoir tout son modèle économique et social, ce qui devrait en principe lui permettre de faire passer son déficit de 32% du PIB en 2010 à 3% en 2014, tel que l'exige le pacte de stabilité en vigueur dans la zone euro. Voilà, je vous ai décrit quelques-unes des missions du Fonds monétaire international. Pour certains États, en tout cas, les interventions du Fonds ont constitué une bouffée d'oxygène, voire une véritable bouée de secours, avec tout de même pour effet pervers des mécanismes de surendettement ou d'augmentation de la dépendance vis-à-vis des bailleurs internationaux. En tout cas, les capacités d'intervention du fonds vont être triplées, passant de 250 à 750 milliards de dollars à partir de 2011, car le fonds est au cœur de la stratégie internationale des dirigeants du G20. Alors, ça ne résoudra qu'une petite partie des questions financières, car il conviendrait parallèlement de trouver les moyens d'élever le niveau de responsabilité de certains dirigeants économiques et bancaires.